Salut à tous, c'est Forest et ce soir je t'apprends l'extension des runes Light and Darkness. Le but de cette vidéo va être de vous apporter toutes les nouvelles évolutions des runes de Light and Darkness, de ce package Light and Darkness qui vient d'arriver. Pour tous ceux qui ont un peu de doute sur les règles de base des runes, etc., je vous invite à regarder la vidéo précédente que j'avais fait vous retrace toute la première mission et l'ensemble des règles de base des runes. Je vais partir du principe que vous maîtrisez les règles de base et je vais vous expliquer toutes les nouvelles modifications amenées par cette extension. On va commencer immédiatement par un petit focus rapide de la feuille de personnage. Très rapidement, j'en avais parlé lors de ma comparaison de ma première vidéo sur les différences avec les feuilles de personnage. Déjà, les choses qu'on note qui changent, ce sont en bas les substances. Vous avez en fait des petits symboles pour vous indiquer ce que les substances vous ramènent. Il faut savoir que par exemple, l'herbe à pipe, là vous avez un petit dessin d'éclair, ce qui veut dire que lorsque vous allez utiliser la substance, a priori, vous devriez obtenir des éclairs. Je dis a priori parce qu'il y a toujours un petit effet aléatoire dans la consommation des substances dans les runes, mais au moins vous avez le symbole qui vous indique la ressource que c'est censé vous apporter. Parce que ça va pas toujours fonctionner de la manière la plus efficace possible. Des fois, par exemple, sur le jet de défense, admettons, vous avez la bière naine, vous savez que vous allez prendre très cher. Prenez une bière naine. Admettons, pour son effet le pire, peut-être que sur la première attaque, vous allez avoir un bouclier natif ou un dé supplémentaire. Alors que sur la meilleure bière naine, vous allez peut-être avoir ça sur tout le tour entier. Et donc, ça va être beaucoup plus puissant. Donc ça, c'est des effets aléatoires qui sont déterminés par l'application au moment où vous déclarez la substance, mais on a ces petits rappels sur cette feuille qui nous indiquent les ressources que ça nous permet de gagner. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce qu'au début, quand vous débarquez dans les runes, en V1, il n'y avait pas ces icônes, vous ne saviez pas trop ce que vous donnait chaque substance, donc il fallait un petit peu regarder les descriptions ou tâtonner. Donc là, c'est plutôt bien, on a ce rappel immédiat. Au niveau de la feuille de personnage, globalement, les autres modifications, je les avais couvertes dans ma vidéo des runes. Voilà, donc vous avez juste un petit remaniement de l'interface, elle est un peu plus claire, etc. La grosse modification qu'on peut avoir, c'est qu'au dos, on a des talents passifs qui vont être gagnés automatiquement lorsqu'on va gagner des niveaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple au niveau 1, quand on commence la partie, on a immédiatement coup bas, ce qui est très très bien. Donc si vous tapez dans le dos de l'adversaire, vous pouvez tourner un de vos dés sur la face de crâne. Ça, c'est vraiment super. Dès lors que vous allez monter niveau 2, non seulement l'application va vous dire vous gagnez des cartes de talent, donc vous allez pouvoir choisir une carte de talent que vous allez gagner, mais aussi vous allez gagner automatiquement riposte. Au niveau 3, vous gagnerez attaque éclair, et au niveau 4, vous gagnerez attaque d'opportunité. Le petit bémol, c'est que sur les 3 premières montées de niveau, vous verrez dans l'application, l'arbre, il n'y en a qu'un seul chemin, et vous ne pouvez donc, en fait, à la première mission, vous avez forcément bonne fortune, donc ça c'est très bien, c'est ce qui vous permet les rerolls, c'est ce qui vous permet de fiabiliser un peu vos jets, parce que vous verrez que les runes, voilà, selon si votre jets sont bons ou pas bons, ça change drastiquement le résultat. Et donc la bonne fortune, c'est ce qui vous permet de relancer un jet complet et de choisir si vous gardez le nouveau résultat ou si vous conservez l'ancien. Et après, quand vous gagnez de niveau, finalement, les 2 prochains niveaux, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'avoir attaque groupée et adrénaline. Ce sont de toute façon des talents incontournables pour votre aventure, donc c'est pas un problème. Mais c'est à partir d'avoir gagné ces 2 nouvelles cartes que, hop, vous avez l'embranchement qui part, et là, vraiment, vous allez avoir le choix dans le build de votre personnage. La petite nouveauté, j'en ai parlé beaucoup, mais pas forcément en vidéo YouTube, donc je vous la fais rapidement. En bas de ces cartes-là, vous avez des petits symboles de couleurs qui vous indiquent en fait pour quelle classe avancée ces talents sont nécessaires. Ça va vous aider à vous guider. C'est-à-dire quand vous allez choisir une classe avancée en vous disant ouais, moi j'aimerais bien m'orienter vers cette classe avancée-là, il vous suffira de regarder les cartes qui comportent la mention de votre classe avancée que vous visez, et donc ce sont les talents que vous devez essayer d'obtenir en priorité pour débloquer votre classe avancée, puisque dès lors que vous avez les talents requis, votre classe est débloquée. Maintenant, on va rentrer dans le fun, dans vraiment le contenu additionnel, et on va parler de la chasseuse de démons, qui est un des 2 nouveaux personnages des runes, Light and Darkness. Déjà, sachez que vous pouvez faire la campagne des runes de base et des runes Light and Darkness avec les nouveaux héros, comme avec les anciens, ça c'est à vous de choisir, il n'y a aucun problème. La chasseuse de démons, elle a 2 gameplays particuliers supplémentaires, c'est son fouet et son arbalète. Donc ça, ce sont 2 espèces d'équipements ou de mécaniques supplémentaires qu'elle a dès le niveau 1. Il faut savoir que le fouet, vous êtes toujours censé avoir 3 cartes fouet sur votre deck. Donc ce sont les cartes avec ce petit symbole de fouet. C'est très simple, si vous débutez l'aventure que vous êtes niveau 1, il n'y a que 3 cartes fouet niveau 1, donc vous prenez ces 3 cartes, c'est votre deck de fouet. Donc vous regardez ce symbole-là, vous regardez le niveau qui est indiqué ici, qui sera un rang 1, vous prenez les 3 et vous êtes prêt à jouer.
En tout cas pour les fouilles. Maintenant pour le carreau, c'est la même chose, sauf que vous devez avoir 6 cartes arbalète, enfin 6 cartes carreau finalement. Le dos, cette fois, c'est une arbalète, ici. Et c'est pareil, il faut prendre 5 cartes, les 5 cartes qui sont de niveau 1, et vous êtes obligé d'ajouter une carte qui s'appelle enrayement, et la carte ici. Et cette carte, elle a pour effet que quand vous allez la piocher, malheureusement, votre attaque sera ratée. Donc on va y venir sur le fonctionnement de ces cartes-là. Donc ça, ce sont les deux talents finalement de votre chasseresse d'ombre. Vous avez la fouet infernale qui est décrit ici, vous avez l'arbalète qui est décrit ici, et je vais vous faire un petit peu tout le processus. Elle a un dernier pouvoir qui est la vision obscure, qui permet de relancer un test de réussite lorsque vous désamorcez les pièges. Le dos, comme d'habitude, vos stats de base, donc ça c'est les nouveaux formats des cartes, hein. Les stats de base avec votre santé, votre endurance, votre mana, le déplacement, les valeurs évidemment des équipements, bref, je ne reviens pas dessus. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo précédente pour ces explications-là en détail. Donc le fouet, comment ça fonctionne? Le fouet est une action gratuite, c'est-à-dire que à tout moment dans le tour, vous pouvez la réaliser et ça ne vous dépense pas d'action. La seule chose que vous avez à payer, c'est le coût en mana qui est indiqué en haut à gauche de la carte. Si votre carte indique mana x1, il faudra payer un mana pour réaliser l'action. Il y en a certaines qui ne demandent aucun coût en mana. À ce compte-là, c'est vraiment juste une action gratuite supplémentaire dans votre tour, donc en plus de vos 2 actions de base. Et ça vous coûte rien. Donc c'est vraiment pas mal, en sachant qu'en fait, il y a 2 cartes fouet qui permettent soit de bouger vos alliés, soit de bouger les ennemis. Ce sont les 2 cartes gratuites. Et il y a la 3e carte qui coûte 1 de mana, qui cette fois est une attaque. Donc comment ça fonctionne? Le fouet, vous avez juste une représentation de la portée de votre fouet qui est ici. Et donc votre fouet, si on suit la représentation du schéma, il va taper à 2 cases devant vous, à 1 case en diagonale ici, et à 2 cases ici sur les côtés. Donc ça vous fait une capacité finalement de taper ce qu'on pourrait dire à distance, dans le sens où votre fouet tape à 2 cases. Attention, le fouet est considéré comme une attaque de mêlée. D'accord? C'est important pour les règles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous tapez un adversaire qui est adjacent à vous et qui va avoir par exemple une riposte sur les dégâts de mêlée, et votre fouet va proc des dégâts de riposte. C'est d'ailleurs un petit peu compliqué dans la première mission de Light and Darkness parce que la chasseuse n'a que 2 points de vie. Donc si vous prenez une riposte, ce qui est le cas des premiers monstres de Light and Darkness, je peux vous assurer que ça fait vite mal et que vous allez vite pas faire votre fouet. Sauf qu'il y a une petite subtilité qui a été apportée en précision d'Arcada sur le Discord, c'est que bien que votre fouet soit une attaque de mêlée, si vous réalisez une attaque de fouet sur un ennemi qui est à 2 cases, ici, eh bien ça ne déclenche pas la riposte. Donc, à savoir que même si vous mettez dégâts de mêlée sur l'application, si le personnage, l'adversaire est ici et qu'il vous indique des dégâts de riposte, vous ne les appliquez pas parce que vous n'êtes pas au corps à corps. Voilà, ça c'est important. C'est pas forcément hyper simple à deviner parce qu'on dit que c'est une attaque de mêlée, mais voilà, dites-vous que le fait qu'il est à 2 cases, la riposte ne proc pas, alors que s'il était sur les cases adjacentes, la riposte fonctionnerait. Ça, c'est pour la petite subtilité du fouet. Donc c'est une attaque gratuite, c'est du bonus, c'est sympa, c'est pas ultra fort, c'est pas le gameplay de game changer du départ, mais vous verrez que c'est quand même assez sympa de temps en temps de pouvoir mettre une petite rousse à un ennemi pas très fort, et voilà, si ça permet d'en éliminer un, c'est toujours ça de prix sur un truc gratos. Maintenant, on en vient sur un gameplay beaucoup plus... qui va amener énormément de modifications finalement, c'est les carreaux. Alors les carreaux finalement c'est quoi? Il faut savoir que vous avez, en tant que chasseuse de démons, une arbalète qui n'est pas indiquée dans votre équipement, mais qui est représentée par ce deck-là, qui est l'arbalète multi-coup. Et en fait, pour votre action d'attaque, vous pouvez choisir de taper finalement avec votre arme inscrite sur votre feuille de personnage, donc au tout début vous verrez que c'est un bâton, et votre arbalète. Et en fait, si vous choisissez de tirer avec votre arbalète, sachez que vous tirez à distance, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser sur tous les ennemis qui sont adjacents, comme vous le ferez avec un arc, une fronde, etc. de l'archer. Il faut bien se souvenir que dans les règles, dès lors que vous êtes adjacent sur toutes les cases, attention, on ne parle pas des cases d'engagement, on parle bien de toutes les cases adjacentes à vous, vous ne pouvez pas tirer à distance sur une cible qui est adjacent à vous. Et bien avec l'arbalète, ça va être pareil. Donc forcément, vous devez vous mettre à distance de votre cible. Voilà, j'ai ajouté une petite cible histoire d'avoir quelque chose de matérialisé. Donc, si vous êtes ici, vous ne pouvez pas lui tirer dessus, vous êtes obligé de reculer au moins de 1. Attention, en diagonale, ça ne marche pas non plus. Donc vous devez vous reculer au moins de 1 pour utiliser votre arbalète. Maintenant, prenons un exemple de plusieurs figurines, parce que c'est intéressant. Donc comment ça va fonctionner votre arbalète? Vous allez choisir, avant
finalement tirer les cartes, etc., vous allez devoir à chaque fois, dès que vous déclarez une attaque arbalète multicoup, vous allez devoir mélanger votre deck. Donc vous prenez, vous le remélangez systématiquement avant de déclarer une attaque d'arbalète. Une fois que vous avez donc déclaré l'attaque d'arbalète, vous devez choisir un nombre de cartes que vous allez tirer. Donc je rappelle, il y a 6 cartes, et dans ces 6 cartes, il y en a 5 qui sont des carreaux qui vont faire des dégâts, et un qui est un enrayement qui va faire que vous n'allez pas faire de dégâts, vous allez rater votre attaque, et même voir un peu plus, je vais vous expliquer. Donc imaginons, là on a 2 adversaires. On peut tout à fait déclarer 3 cartes, 3 carreaux en se disant je mets les 3 carreaux sur la même cible, je vais être sûr de le dessouder, c'est un gros adversaire. Soit je peux choisir de tirer un certain nombre de carreaux et en fait je peux allouer les carreaux à des cibles différentes et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Imaginons là on a 2 petits monstres qui ne sont pas des monstres très forts, ce sont des monstres, les premiers monstres que vous allez rencontrer dans Light and Darkness. Et bien vous vous dites, bah ok il y en a 2, je vais tirer 2 carreaux et puis comme ça je vais peut-être appliquer un sur le premier puis l'autre sur le deuxième. Donc je dis bah ok je pioche 2 carreaux. Donc déjà, maintenant que j'ai indiqué que je vais tirer 2 carreaux, et ben je pioche mes 2 cartes de carreaux. Donc, j'ai un carreau divin qui arrive, et j'ai un carreau béni également qui arrive. Ok. Donc, ce sont 2 carreaux qui font des dégâts. C'est parfait. Je vais voir que mon carreau divin ici, par exemple, il fait 2 dégâts noirs. Et mon carreau béni ici, il fait également 2 dégâts noirs. Alors, ce sont des carreaux niveau 2, hein, parce qu'on a avancé un petit peu avec Ellie. On a fait 2 parties en live sur Twitch pour être rodé au niveau des règles et vous faire cette vidéo. Donc, au début, vous verrez que les carreaux niveau 1 font quasiment à chaque fois un dé noir, sauf que vos carreaux, qui sont donc bénis, divins, etc., vont avoir des forces sur des types de monstres. Par exemple, le carreau divin est fort sur les démons. En l'occurrence là, ce sont des démons. Donc en réalité, au lieu d'utiliser le jet d'attaque de 2 dés noirs, je vais appliquer la ligne du dessous qui est marquée que si c'est un démon, le bonus est ça. Et donc là, par exemple, le bonus c'est que ça sera un dé jaune de dégâts. Donc je remplace les 2 dés jaunes les 2 dés noirs, pardon, par un dé jaune. Donc, je dis, bah ok, ce carreau divin, je l'affecte à lui. Le carreau béni, je l'affecte à lui. Et bien maintenant que j'ai fait ça, que j'ai réparti tous mes carreaux sur mes cibles, j'aurais très bien pu dire, bah j'affecte les 2 à celui-là, hein, c'est possible. À ce compte-là, je vais faire un jet groupé. Et là, je dis que je sépare les 2 carreaux. Et donc le carreau divin, bah du coup, je vais réaliser l'effet du carreau divin. Je vais prendre mes dés, lancer les 2 et indiquer les dégâts à l'application en disant bah voilà que je fais un dégât à distance sur cet ennemi. Ensuite, bah, je fais l'autre et voilà, même chose, je refais encore un dégât à distance plus un éclair, donc je génère une stamina. Donc là voilà, c'est comme ça que va se dérouler votre gameplay carreau. Attention, si jamais vous relancez une attaque par un quelconque effet, normalement vous ne pouvez pas dans le même tour, mais peu importe, dans un tour ou dans le tour suivant, et ben vous devez non pas mettre ça dans une défausse, hein, vous allez devoir, dès que vous avez déclaré une nouvelle attaque, reprendre votre paquet, le remélanger et rechoisir un nombre de carreaux. Donc vous aurez tout le temps la même probabilité finalement de vous enrayer ou pas. Maintenant imaginons, je vais regarder mon deck, je vais prendre l'enrayement qui était ma 3e carte. Bah imaginons, on va le faire, j'ai dit je prends 3 cartes. Et ben donc j'ai un carreau divin toujours, évidemment mon autre carreau toujours, et là tout d'un coup j'ai mon enrayement. Mon enrayement fait que mon attaque est immédiatement ratée, donc on oublie les carreaux piochés avant, et on va mettre l'enrayement au-dessus de ce deck, d'accord? Visible. Bon, celles-ci on s'en fout, on peut les mettre en dessous, ou à côté, vous en fichez, mais globalement ça sert à rien de les mettre de côté. Donc vous mettez l'enrayement au-dessus de ce deck. Maintenant, pour pouvoir réutiliser votre arbalète multicoup, vous devez dépenser une action standard pour désenrayer votre arbalète. Ce qui veut dire que finalement, dès que vous enrayez, vous allez devoir consommer une nouvelle action de base pour remélanger ce deck et pouvoir réutiliser votre arbalète. Donc attention, c'est vraiment une compétence puissante, mais l'enrayement peut vite vous poser problème et vous allez devoir cramer une action pour pouvoir re-attaquer avec. La particularité de ce personnage, je vous le dis, c'est que c'est vraiment son arme, ça. C'est-à-dire que finalement, si vous lootez un arc ou une arbalète en mission, soit vous l'utilisez pour taper avec ces dés de cartes, soit vous utilisez ces cartes-là. Mais avoir par exemple une super arbalète ne va absolument pas renforcer cette carte-là. Ce deck-là, il est vraiment autonome et va générer une puissance d'attaque qui lui est propre. Donc attention, c'est vraiment un côté à maîtriser et à comprendre pour le gameplay
de la chasseuse de démons, à savoir que en fait, la chasseuse de démons, du coup, va beaucoup moins profiter des équipements, des armes. On pourrait presque dire qu'elle va au début jouer sans armes pendant très longtemps, j'imagine. Et de même, vous verrez un peu plus tard, on va parler des forges. Et ben, les forges ont des effets d'amélioration d'armes et finalement, eh ben, elles ne vont pas améliorer l'arbalète puisque ce sont des améliorations qui se positionnent sur vos armes ici. Donc voilà pour ce qui clôt pour la chasseresse. Globalement, on a parcouru toutes les subtilités. Vous verrez que quand vous gagnez des niveaux, vous aurez la possibilité de gagner des cartes de fouet, de gagner des cartes d'arbalète, mais vous devez toujours respecter la règle que j'ai indiquée au départ, à savoir que vous démarrez une quête avec 3 cartes fouet et vous démarrez la quête avec 6 cartes arbalète, dont l'enrayement. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura que 5 cartes carreaux que vous allez modifier et la carte enrayement que vous allez garder tout du long. Ça clôt le sujet pour la chasseresse, et maintenant on attaque le moine, ou la moine, puisqu'il est non-genré. Voilà, maintenant attaquons notre moine, donc à savoir que c'est le héros que je joue dans la campagne Light and Darkness que nous avons lancé en live, que j'ai peint, et je suis vraiment fan de ce personnage. Vous allez voir, j'aime beaucoup la mécanique. Donc le moine, il a 3 petits jetons qui lui sont dédiés, qui sont les jetons de magie claire astrale. En fait, il faut savoir que dans le lore des runes, les moines sont les seules, on va dire, personnes encore bons qui pourtant ont commencé à utiliser la magie des sources des ombres du maître d'ombre. Et donc, il va constamment switcher entre un alignement un peu de magie blanche et un alignement de source des ombres où il va utiliser la magie des ombres. Donc, comment c'est représenté? Donc, vous avez votre compétence de mage clair astral qui est indiquée ici. Et vous avez la transmutation qui va être aussi une mécanique très importante de la partie mage clair astral. Et enfin, vous avez la voltige céleste qui est intéressante. En moine, vous pouvez traverser les cases occupées par les ennemis. Voilà, donc d'habitude, on ne peut pas passer au travers des adversaires. Le moine est le seul personnage qui peut passer au-dessus des adversaires, donc il peut facilement aller prendre le dos des adversaires, etc. Donc, la magie claire astrale, c'est quoi? Eh bien, c'est représenté par un deck de cartes qui est ici. Donc, à nouveau, un petit deck de cartes supplémentaires. Et de ce qu'on a pu voir sur l'arbalète et sur le fouet, le moine doit systématiquement avoir un deck de 9 cartes lorsqu'il démarre la mission. Donc au début, vos cartes, ce sont 9 cartes de niveau 1, vous n'allez pas vous poser la question, hein, comme le fouet et l'arbalète. Vous cherchez dans le deck du moine, vous prenez les 9 cartes niveau 1, c'est votre deck pour démarrer. Maintenant, on va éplucher un petit peu ces cartes. Comment elles fonctionnent et à quoi ça sert? Dans votre deck de magie claire astrale, finalement, vous allez avoir en haut ici un coup en tokens qui sont les tokens clair astral. Donc par exemple ici, j'ai un sort qui s'appelle Flux Vitalisant, qui est un sort niveau 2, qui utilise un jeton clair et 2 points de magie. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je lance ce sort-là, je dépense 2 points de magie, et le token clair que ça utilise, en fait, je le prends et je le retourne. Il devient à présent un token d'ombre. Et je peux donc réaliser l'effet indiqué par le sort. Ensuite, le sort, je le mets dans une espèce de défausse. Ça, c'est important. Pour le coup, on va vraiment garder un système de défausse pour le moine. Là, par exemple, celui-là, il nécessiterait de retourner 3 jetons clairs. Et donc là, en l'occurrence, je ne peux pas lancer ce sort. Par contre, vous verrez que vous aurez des sorts de magie d'ombre. Là, par exemple, télékinésie, qui est vraiment grisant. Vous prenez un élément du mobilier, vous le lancez à la gueule de l'ennemi, ça détruit le mobilier, et ça fait des dégâts en fait rouges, un jet de dégâts rouges à l'adversaire. J'adore ça, je balance des bibliothèques, des tables, des coffres, c'est très très cool. Et donc là, pour le coup, pour l'utiliser, je vais retourner un token d'ombre. Donc là, vous voyez, je retourne ce token d'ombre, il redevient 3 tokens blancs, ce qui veut dire que finalement, si en main, j'avais mon sillage de lumière, je pourrais maintenant utiliser mon sillage de lumière contre les 3 blancs et retourner les 3 jetons sur la face d'ombre. Il faut savoir que ces sorts de magie claire astrale, ils peuvent être utilisés à tout moment, et vous pouvez en utiliser plusieurs dans le même tour, et ce ne sont pas des actions. Donc vraiment, on aurait très bien pu imaginer, si j'avais eu une main telle que télékinésie, mon flux vitalisant, mon sillage, que je fais mon flux vitalisant, hop, ça me fait un ombre. Derrière, je fais ma télékinésie, je balance un coffre à la tronche des ennemis, et derrière, je fais un sillage de lumière pour soigner tout le monde, et hop, je retourne ces 3-là. Donc ça va vraiment donner un gameplay extrêmement varié sur votre deck de cartes, et qui va devoir être adapté en fonction des jetons que vous avez disponibles. Et c'est là où ça va devenir rigolo, c'est que quand vous allez progresser en niveau, vous allez rentrer des sorts de rang 2 ou 3, et finalement, il faudra faire assez attention
aux jetons que ça consomme, parce que si vos consommations de jetons deviennent déséquilibrées dans votre deck, bah, vous avez le risque de coincer régulièrement avec vos tokens et que vous n'ayez jamais le bon nombre, etc. Donc gardez toujours par exemple des cartes qui vont retourner 1, des cartes qui vont retourner 2, des cartes qui vont retourner 3 sur les 2 éléments, parce que sinon, bah, potentiellement, vous pouvez vous retrouver coincé. Maintenant, comme on l'a vu, chaque carte consomme de la mana. Donc on se dit, bah ouais, super, j'en lance 3, c'est fini. Eh ben non, c'est beaucoup plus malin que ça. Et d'ailleurs, c'est même dans l'utilisation où on se dit, ah bah ouais, super, j'ai fait vue vitalisant, je vais plus pouvoir l'utiliser, c'est fini. Eh ben non. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, là, le moine, c'est intéressant d'avoir une défausse. Pourquoi? Parce que, en gros, on peut utiliser. Donc, au début de votre tour, quand votre moine démarre votre tour, j'aurais pu commencer par là, vous devez piocher 3 cartes, jusqu'à avoir 3 cartes en main. Donc, vous en piochez pas 3, vous en piochez jusqu'à en avoir 3. Donc, si vous aviez gardé une carte, vous en piochez 2. Donc, on pioche notre paquet de 3, et quand on les a utilisés, on les défausse. Si jamais, bah, je pioche 3 cartes. Par exemple, début de tour, il faut savoir qu'en début de mission, à chaque fois, vous êtes sur les 3 côtés clairs. Donc imaginons que je pioche une main et sur ces mains, et ben en fait, j'ai que des trucs que je peux pas utiliser. Par exemple, là, j'ai le bouclier divin avec 2 trucs d'ombre et l'éclat de force avec un truc d'ombre. Non, 2 trucs d'ombre également. Et là, je me dis, bah ouais, super, sauf qu'en fait, bah, j'ai que des trucs clairs, donc bah, ça me fait une belle jambe. Ou alors, j'ai plus de mana et bah, je peux plus utiliser de carte, ça me fait une belle jambe. Et ben sachez que c'est là où la transmutation entre en jeu et que vous allez utiliser la transmutation vraiment énormément. C'est qu'en réalité, vous pouvez défausser jusqu'à 3 cartes. Donc pendant votre tour, à tout moment, vous pouvez défausser jusqu'à 3 cartes, donc 1, 2 ou 3, en fonction de ce que vous avez utilisé, ce qui vous intéresse, ce que vous voulez garder. Et pour chaque carte que vous allez jeter, vous allez récupérer un point de mana. Et c'est là où vous allez fuel en fait tout le fonctionnement de votre moine, puisque bah là, par exemple, je jette mes 3 cartes, hop, je récupère 3 cartes de 3 points de mana sur ma feuille de perso, ce qui me permettra de relancer les cartes suivantes. De même, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, comme j'en ai jeté 3, je vais en repiocher 3. Et au partir du moment où je dois piocher et que la pioche est vide, je prends le paquet entier, je le remélange et je peux de nouveau relancer. J'ai de nouveau accès à l'ensemble de mes sorts clair astral et en fonction de ce que je vais piocher et dans quel ordre. Donc vous allez voir qu'en fait, de la magie clair astral, vous allez en faire toute la partie. C'est pas une ressource qui va s'épuiser, etc. Finalement, vous allez juste devoir gérer votre rythme, jeter au bon moment pour pas vous retrouver coincé avec vos jetons et vous dire ah ouais bah celui-là je le garde, mais en fait vous n'avez pas eu l'occasion, vous auriez pu accélérer votre déplacement, etc. Donc voilà, vous allez devoir jouer là-dessus. Moi vraiment, vous devez le sentir. Il m'a vraiment happé ce personnage. Je suis vraiment fan de système. Donc parce qu'en fait il tombe jamais à court. Vous êtes toujours en train voilà, de challenger votre main, de récupérer de la mana pour pouvoir relancer. Donc pour moi, vraiment, grosse réussite. Alors la chasseuse est très très bien aussi, hein. Elle a ce petit côté non-utilisation des armes qui est un peu à appréhender. Vous direz, ok, peut-être que mes armes vont être moins importantes, je vais moins profiter de la forge et tout. Mais le système est très sympa et assez fort. Mais voilà, moi j'avoue que celui-là, il me botte énormément. Et je vous dis, dans les sorts, vous avez la possibilité de faire des doubles actions, vous avez la possibilité de faire des deuxièmes attaques, vous avez la possibilité d'ajouter 3 dés de défense. Enfin, il y a des effets de fou furieux qui sont vraiment du coup un ajout énorme par rapport aux personnages un peu vanilla de RE1 V1. Par exemple, quand vous jouez à la guerrière, bah ouais, elle est super forte, elle a des super stats, elle a accès aux meilleurs équipements. Mais là, vous jouez avec un deck de cartes en plus avec des effets de fou, donc j'avoue que moi j'ai un gros faible pour ce personnage. Après, pour le reste, tout est pareil, et là pour le coup, il va beaucoup utiliser son arme de manière assez standard, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, parlons des nouveaux mobiliers de Light and Darkness. Vous aurez très rapidement, dès la première mission, on vous parlera de la forge, donc c'est qui est cette figurine, et qui vous permettra, via l'application, d'améliorer vos armes. C'est-à-dire que vous irez à la forge, vous aurez une action, et vous pourrez choisir d'améliorer votre arme. Vous choisissez le type d'arme que vous améliorez, une arme hybride, une arme distance, une arme d'épée, donc on va dire qu'on améliore une arme d'épée. Vous allez pouvoir dépenser soit des pièces d'or pour augmenter la qualité de votre forge, mais ça devra également dépenser également des points de mana. Donc évidemment, vous ne pourrez pas si facilement que ça faire 50 pièces d'or juste parce que au début vous avez tout gardé. Il faudra aussi avoir les 10 points de mana à utiliser. Mais ça augmente en fait l'enchantement, le boost que va amener la forge à votre arme. Une fois que vous avez choisi donc ce que vous souhaitez dépenser, donc la rareté de l'amélioration que vous souhaitez, vous choisissez l'élément que vous souhaitez. Ça aura un effet un peu particulier, il vous l'explique dans la première mission ou dans le livre.
Et par exemple, si vous choisissez le feu et que vous passez, et ben sur l'amélioration rang 1, votre arme, par exemple, va gagner un dé noir, comme Amélioration de l'indique les l'arme runes. Vous accomplie. gagnez La un dé noir à forge a son jet d'attaque. transformé votre Donc c'est arme un peu mêlée moins en arme utile mêlée peut-être pour rougeoyante. une chasseuse de Son démons qui effet est du le coup ne tape pas avec suivant. son arme. Ajoutez Par un contre, dé pour noir tous à les votre héros jet de d'attaque. base des runes V1 Notez-le et pour sur votre le feuille de moine, bah, c'est personnage. un gros Cette boost de arme ne puissance peut plus immédiat, être donc vraiment améliorée intéressant. avec la forge. Maintenant, passons à la table d'alchimie. Donc la table d'alchimie, qui est cette petite table avec des livres, une petite marmite, des potions et des bougies. Ça se joue encore dans l'application. Vous avez la petite option alchimie ici. Et là, vous avez la possibilité de dépenser des substances. Donc soit de l'herbe à pipe, soit du cristaux de mana, soit des Wistek. Et il faut savoir que vous pouvez dépenser 2 ressources en simultané. Là, par exemple, j'ai ajouté un Wistek. Donc ça devrait me donner une potion qui met de la vie. Et comme un peu à l'image de la forge, plus je mets d'argent, plus ma potion sera puissante. Je peux combiner 2 substances. Par exemple, la cristal de mana Wistek, vous voyez, ça va me donner visiblement un boost avec des dégâts. Et si je mets herbe à pipe, bah, de la magie. Et si je mets Wistek et herbe à pipe, ça sera plutôt des boucliers. Et de même, donc voilà, je paie des golds pour avoir une qualité plus ou moins forte. Évidemment, au début, vous allez faire des potions plutôt avec ça. Et en fait, du coup, ça transforme vos substances en potions. Une des dernières subtilités, c'est également le râtelier d'armes. Donc le râtelier d'armes, c'est un nouveau meuble que vous pouvez fouiller. Il peut être fouillé qu'une fois par mission, hein, comme l'ensemble des autres meubles. Et pour le coup, c'est un nouveau type de meuble qui apparaît directement dans l'application. Quand vous faites fouille, vous avez le râtelier. Donc là, vous le fouillez, vous indiquez votre personnage et ça va fouiller l'objet. Il faut savoir que ces 3 meubles sont uniquement utilisés dans le mobilier de Light and Darkness. C'est-à-dire que si vous lancez une campagne standard des runes, vous ne verrez pas apparaître dans votre mission une forge, une table d'alchimie ou un râtelier d'armes. Par contre, l'interface dans l'application reste. C'est-à-dire que si finalement ça vous frustre un petit peu, vous dites bah moi j'aimerais bien pouvoir utiliser ces mécaniques-là, même si les meubles n'apparaissent pas, et ben vous avez la capacité d'utiliser sur l'appli les boutons de forge, d'alchimie, etc. dès lors que vous avez enregistré l'extension Light and Darkness. Donc là, c'est libre à votre choix dans votre campagne si vous souhaitez intégrer ces éléments ou pas. Un nouvel élément de décor qui est intéressant dans Light and Darkness, ce sont les pylônes. Alors les pylônes, c'est des éléments qui peuvent grandement vous aider dans certains affrontements. Pourquoi? En fait, les pylônes, vous allez voir, vous pouvez les scinder en fait en 3 parties au niveau de la figurine. Déjà, ça c'est pas mal. Hop, je reconstitue mon pylône, pardon. Voilà. Et je le remets. Donc un pylône, en fait, un joueur, quand vous êtes à côté, vous pouvez utiliser une action pour le faire basculer et le faire tomber. Dès lors que vous le faites tomber et qu'il y a des personnages qui sont finalement en dessous du pylône, et ben ces personnages vont être poussés et vont prendre des dégâts imparables de dés jaunes. Donc c'est ultra fort quand vous voulez passer des monstres puissants qui ont beaucoup d'armure. Au début, vous n'avez pas trop d'armes, c'est un peu compliqué. Et c'est aussi très fort si jamais vous arrivez à aligner quelques créatures. Un petit coup de fouet de chasseuse qui pousse les mecs dans le truc et vous fait tomber le pylône, je peux vous assurer que c'est efficace. Donc admettons, ici on a, je mets volontairement les 2 ennemis ici. Et donc j'utilise une action pour faire tomber le pylône. La première chose que je dois faire, c'est lancer ce dé. Le dé de déplacement. Parce que c'est le dé qui va indiquer où tombe en fait le sommet du pylône. Mais dans un premier temps, je le lance parce que si je fais 1, et ben en fait, on va imaginer qu'il y a un bout de pylône déjà qui me tombe sur la tête et c'est moi qui vais prendre des dégâts imparables. Donc je lance le dé. Là, je fais 2. Donc ce qui est intéressant, c'est de noter, c'est que j'ai réussi à faire tomber le pylône. Donc qu'est-ce que je fais? Je détache les 2 parties supérieures parce que l'espace de la base, en fait, elle reste sur place. La partie supérieure ici va prendre 2 cases. Donc elle va venir tomber ici sur le croque-flamme qui est poussé sur le côté et qui va prendre un dégât jaune de dégâts imparables. Donc je vais lancer mon dé jaune et je vais indiquer dans l'application qu'il prend un dégât jaune de dégâts imparables. Je peux vous dire que ça le tue direct. Donc maintenant, la tête, elle est un peu particulière. Elle va en fait tomber à un endroit aléatoire en fonction de ce jet de dés. Vous allez prendre le livret de règles. La tête va tomber à un endroit aléatoire. Et là, vous prenez du coup, c'est l'arrière du livret de règles de Light and Darkness. Vous le retournez et vous regardez le schéma qui est ici. Et en fait, en fonction du jet que vous faites, ça vous indique la localisation où ça tombe. Le petit rappel que vous pouvez vous dire, c'est qu'en fait, 1
il tombe sur votre tête. Ok. Ensuite, vous partez du coin, je vais le mettre dans l'autre sens, histoire de vous que ça soit plus facile pour vous. Vous partez du fait que ici c'est 2, d'accord? Donc en fait à gauche, pas la zone du haut à gauche, mais la zone milieu gauche, là c'est 2. Et en fait, vous allez ensuite dans l'ordre des aiguilles d'une montre, donc 2, 3, 4, 5 et 6. Ok? Donc là, évidemment, j'ai fait 2, ce qui veut dire que finalement, si mon pylône était ici, d'accord? Il est là. Le 2 commence là. 3, 4, 5, 6. Donc là, ça veut dire que la tête du pylône va tomber ici. Donc je mets ma dernière partie de pylône ici. Malheureusement, j'ai raté celui-là. Il aurait fallu que je fasse 4 pour que ça lui tombe dessus. Donc là, très intéressant, vous verrez que vous aurez rapidement l'occasion de l'utiliser pour vous sauver. Une autre nouveauté de Erune, Light and Darkness, ce sont les sanctuaires d'ombre. Les sanctuaires d'ombre sont représentés par ces figurines-là. Alors, il faut savoir que moi, au début, je n'avais pas vraiment fait attention à la figurine, donc j'ai cherché longtemps qu'est-ce qu'était un sanctuaire d'ombre. Comme ça, c'est pas évident à identifier, mais en gros, vous avez un livre avec un œil dessus, là, enfin voilà, la figue est magnifique, hein, c'est pas le sujet. C'est juste que non peint, j'ai eu un peu de mal à l'identifier. Donc déjà, elle est violette. Elle a le livre dessus, c'est une espèce de chaudron avec des crânes et des bougies. Et donc ça, c'est un sanctuaire d'ombre. Quand l'application vous demande de faire pop un sanctuaire d'ombre, il est là. Et vous allez avoir besoin en fait de le désactiver à un moment donné pour une action. Vous allez vous mettre à côté de ce sanctuaire d'ombre et vous allez avoir la possibilité de dépenser de la magie pour le désactiver. Plus vous dépensez de magie, plus ça va être facile à désactiver. Pourquoi? Tout simplement parce que plus de magie, enfin plus de mana vous mettez, plus de dés vous allez lancer. Et pour réussir en fait le critère de désactivation que vous indiquera l'application, et plus vous avez de dés, mieux c'est. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller avec des gens qui ont de la mana. Rassurez-vous, c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment l'appli qui vous le dit dès le départ, que lorsqu'il y a un sanctuaire, vous devez utiliser de la magie, de la mana pour le désactiver. Alors, vous pouvez essayer pour 0 mana, hein. C'est juste que c'est très difficile, parce qu'au niveau du lancer, vous aurez qu'un dé, limite, il faut faire un 6, quoi. Donc n'hésitez pas à y aller avec de la mana, c'est quand même un peu pratique. Une fois qu'il est désactivé, il s'enlève. Il faut savoir que les sanctuaires comme ça, ils ont des effets. Dès qu'ils apparaissent, ils appliquent des effets à tous les aventuriers. Et ensuite, probablement qu'ils en font à tous les tours. Moi j'ai essayé de l'enlever le plus vite possible. Mais ça va sûrement vous faire des effets à chaque tour. Maintenant, une autre nouveauté qui est hyper intéressante et que vous pouvez utiliser immédiatement dans Erune de manière normale, hein, même sans Light and Darkness, c'est les sources d'ombre. D'accord? Donc ça, les sources d'ombre, normalement, vous connaissez si vous avez joué un petit peu à Erune. Et c'est ce qui pop régulièrement et que vous devez détruire. Et pour info, c'est ce qui sert notamment de moyen de téléportation pour le maître des ombres, pour se rendre à différents endroits ainsi qu'à ses sbires les plus puissants. Vous avez maintenant des figurines de sources d'ombre qui sont présentes dans la boîte de Light and Darkness et qui vous permettent de les mettre vraiment sur le plateau au lieu d'avoir juste ces petites tuiles-là qui étaient à l'époque des runes. Petit bémol, utilisez du coup ces tuiles-là pour matérialiser les zones d'invocation. Parce que vous verrez que dans la version V2, hein, je l'ai couvert dans mon autre vidéo, le maître des ombres peut faire pop des ennemis. Et moi, l'idéal, enfin c'est sur Discord qu'on m'a proposé ça, je trouvais que c'était une super idée, c'est de représenter les zones d'invocation qui sont normalement entre guillemets invisibles, elles sont visibles que sur l'appli. En fait, vous mettez ce petit carré à l'endroit de la zone d'invocation, ça fait un petit rappel pour tout le monde que les zones de pop, elles sont là. Donc voilà, une réutilisation des tuiles de sources d'ombre. Donc ça, c'est les sources d'ombre. Quand elles pop, l'application vous dit qu'elle dispose d'un certain nombre de fragments et que ces fragments ont un certain nombre de points de vie. Donc vous avez dans la boîte de quoi mettre des fragments sur vos sources d'ombre. Voilà, donc vous devez trouver normalement 3 types de fragments différents parce qu'en fait les fragments ne vont pas tous aux mêmes endroits. Là vous voyez par exemple, j'ai 2 fois le même fragment, c'est qui va 2 fois au même endroit, donc je vais enlever celui-là. Donc assurez-vous finalement d'avoir bien 3 bouts de fragments différents. Là, typiquement, je vois que j'ai 3 bouts de fragments différents, donc j'ai bien de quoi occuper les 3 espaces de ma source d'ombre. Donc du coup, je les positionne. Donc là, j'ai ma source d'ombre avec ces 3 fragments. Et donc, quand je vais être amené à la détruire, je vais pouvoir retirer fragment par fragment pour me souvenir combien elle en a. Actuellement, à l'heure où je vous parle, dans l'application, c'est pas hyper bien écrit. Pourquoi? Parce que normalement, quand vous détruisez un fragment, vous devez le signaler à l'esprit des runes, parce qu'il va se passer quelque chose. Aujourd'hui, l'événement, en tout cas dans la campagne Light and Darkness, je n'ai pas vérifié sur la campagne des runes, mais le wording de l'appli vous dit, l'événement en fait dit, l'aventurier détruit la source des ombres.
Sauf que pas du tout. En fait, vous devez activer, pour chaque fragment que vous détruisez, vous devez activer l'événement, alors que la destruction de la source des ombres n'a lieu que quand tous les fragments sont détruits. Ce qui veut dire que nous, quand on a fait la mission, on a attendu d'avoir pété tous les fragments et on a enclenché l'événement destruction de la source des ombres. Et en fait, là, il nous a dit « Ah, bah vous avez détruit un fragment, donc maintenant il se passe ceci, il se passe cela, machin, et vous avez encore les autres fragments à détruire. » Donc attention au wording. J'espère que ça va être corrigé. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas bien mis. Et ça dit, l'événement dit « L'aventurier détruit la source des ombres ». Bon, bah, faut comprendre que c'est un aventurier détruit un fragment. Et en fait, vous verrez que dès lors que vous avez détruit le bon nombre de fragments, la source va bien disparaître de l'application et le jeu va continuer. Ensuite, vous avez aussi des petites trappes. Voilà, vous avez ces deux petites trappes-là qui sont présentes dans la boîte de Light and Darkness. Sachez que si vous les peignez, il est important de garder le fait que ça va par paire. Vous avez deux paires de trappes. Donc dans l'application de base, vous avez des trappes bleues et des trappes jaunes, comme ceci. Si vous les peignez, gardez bien un système de paires, c'est-à-dire mettez-vous une petite couleur qui va bien, parce que potentiellement, dans certains moments, vous pourrez passer de cette oubliette-là à cette trappe-là, à cette trappe-là. Donc voilà, important d'avoir la notion des paires de trappes. Mais bon, sinon à part ça, pas de règle particulière dans le livre, en fait c'est l'application qui vous indique quels effets elles ont au moment où elles apparaissent. La dernière chose, c'est que maintenant, il y a des grilles qui apparaissent dans Light and Darkness. Donc là, par exemple, c'est une grille que je n'ai pas dépunchée. Donc normalement, la grille, vous la dépunchez complètement pour avoir finalement les carrés qui sont ouverts, vous voyez. Hop, 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 hop. Et c'est important, pourquoi? Parce que finalement, cette grille, comme vous le voyez, on va voir à travers. On peut également tirer à distance à travers. Par contre, on ne peut pas l'ouvrir. C'est uniquement au travers de votre scénario via l'application des runes que vous pourrez ouvrir ce type de porte. De base, vous ne pouvez pas les ouvrir. Donc voilà, c'est un nouveau type de porte. Petit rappel quand même, parce que c'est une question fréquente, sur le pacte des ombres. Je vous rappelle qu'il y a deux pactes des ombres qui existent. Le pacte ressources cachées et le pacte résurrection. Le résurrection, c'est ce qui vous permet, si votre aventurier est défait, de revenir immédiatement dans l'aventure. Il faut avoir la capacité de pouvoir prendre 3 cartes des ombres, qui sont ces cartes-là. Vous mettez ça sur vos feuilles de personnage, elles vont absorber vos stamina actuels et vos futurs. Dès qu'une carte est pleine de stamina, vous l'enlevez. Et donc ça va vous faire revenir, mais attention, ça se signale à l'application et vous suivez les instructions de l'application. A l'inverse, les pactes de ressources cachées, donc là, vont vous ramener qu'une seule carte des ombres, et vous n'avez pas besoin de dire à l'application que vous l'utilisez. Vous le faites naturellement sans l'application. Et là, pour le coup, vous allez lancer 3 dés bleus et récupérer un certain nombre de points de vie et de points de magie immédiatement. Et dès que votre carte d'ombre est remplie de stamina, elle s'en va. Un conseil, Light and Darkness devient vraiment plus difficile aujourd'hui, les missions sont assez dures. Donc les ressources cachées, n'hésitez pas à les utiliser dès que vous commencez à sentir que ça sent pas très bon. Parce que le pack de résurrection, vous avez tout de suite 3 cartes d'ombre qui sont très dures à purger. Un pacte de ressources cachées, c'est une seule carte, 3 stamina, on n'en parle plus. Donc vraiment faites attention, vous privilégiez ça, parce que là, dès que vous prenez 3 cartes, autant vous dire qu'il faut faire 9 ombres, enfin 9 stamina pour être débarrassé et pouvoir refaire un pacte de résurrection. Donc vraiment, faites attention, le jeu est devenu assez difficile, donc maximisez vos utilisations des substances, vous allez en avoir beaucoup, l'application va beaucoup vous en utiliser, elle va vraiment vous pousser à les utiliser. Les négligez pas, peut-être que dans les runes, on avait tendance un peu à les négliger. Là, en l'occurrence, les substances sont très importantes et l'utilisation des potions également. Vous avez vu, ma feuille est pleine de potions et de runes. J'ai pas mal de substances et je n'ai fait que 2 missions. Donc voilà, vraiment, dites-vous que ce sont des ressources qui sont très importantes parce que les missions sont difficiles. À nouveau, encore un petit point, mais un petit point vraiment un peu accessoire sur la partie Light and Darkness, mais qui est très appréciable. Si vous vous souvenez, dans les runes, il y a des fois des boss qui utilisent des figurines qui sont des figurines des monstres standards. Par exemple, deuxième mission, vous avez une figurine qui devient un boss, et finalement, on n'avait rien dans la boîte des runes pour identifier ce boss au travers de les autres figurines qui étaient des monstres standards. Et bien c'est corrigé avec Light and Darkness, vous avez ce petit promontoire qui va vous servir, et finalement vous allez mettre, par exemple, admettons un croque-flamme qui est un boss. Vous allez mettre le croque-flamme sur son petit siège là, et donc ça vous permet d'identifier que c'est un boss. Donc il est bien distinct des autres croque-flammes et vous n'aurez pas d'erreur pour l'identifier. Il faut savoir que ce petit piédestal peut se mettre aussi pour les grands monstres. Et donc vous avez simplement à prendre le grand socle et à planter ça
dans celui-là. Et là, du coup, vous aurez les boss qui, sur les figurines qui occupent 4 cases. Donc voilà, très très bien. Au moins, on a de quoi l'identifier. Avant, il y avait sur le Discord des petits prints disponibles pour faire des petits socks promontoires où on pouvait prendre des petits accessoires, mettre des jetons, etc. Mais c'était quand même dommage qu'on n'avait pas de moyens matériels pour les identifier. Bah là, vous avez maintenant celui-là. C'est-à-dire qu'en plus, voilà, pour ranger dans la boîte, les deux se mettent ensemble. Et ensuite, vous emboîtez ça dessus et ça roule. Ça, c'est pareil, petite amélioration de confort de vie de l'extension. C'est vraiment pas mal. Pour ceux qui découvraient la vidéo et qui n'auraient pas vu les lives, sachez qu'ils ont également changé tous les dés. Les dés sont un petit peu teintés. Ils sont beaucoup plus beaux qu'avant. Avant, ils étaient opaques. Bon, ils étaient déjà bien, mais là, en l'occurrence, ils sont vraiment sympas. Le bleu est très très chouette. Donc, vraiment pas mal. Voilà, ça couvre toutes les nouveautés. Les deux classes, le nouveau mobilier. Globalement, il n'y a pas beaucoup plus à en dire. Maintenant, ce qui peut être intéressant peut-être, c'est de parler un petit peu des questions les plus fréquemment posées sur le Discord et sur les réseaux sociaux. Il y a quelques petites erreurs dans le livre. Par exemple, sachez que la boule de feu de la sorcière est passée à 2 dégâts noirs. 2 dés noirs. Avant, c'était 2 dés noirs imparables. Et bien, sachez que ça change beaucoup, évidemment, puisque ça veut dire que quand vous lancez une boule de feu, maintenant, l'ennemi aura un jet de défense possible. Donc, un bon nerf de la boule de feu. Sauf qu'en fait, si vous regardez à un moment donné, quand vous proposez le nouveau livre de règles et qu'il vous explique le fonctionnement des sorts, il prend la boule de feu en exemple, et pas de bol, le wording du dessous, ils ont bien mis à jour le visuel, et ça met bien, la boule de feu fait 2 dégâts noirs et non plus 2 dégâts noirs imparables, et le wording en dessous indique dans le déroulé du sort que la boule de feu fait 2 dégâts noirs imparables. Bon, sachez que c'est un reste de l'ancienne version, et que le bon élément, c'est bien que la boule de feu fait maintenant que 2 dégâts noirs, et ce n'est plus imparable. Une autre question fréquemment posée, c'est est-ce que je peux me défendre de dégâts réalisés par l'esprit des runes lors d'un événement? Sachez que vraiment, Arcada Studio a bossé de manière assez méthodique sur le libellé des dégâts. Si on vous dit qu'on vous fait des dégâts, que ce soit un ennemi ou l'esprit des runes, vous pouvez vous défendre. Si on vous dit dégâts imparables, vous ne pouvez pas, et si on vous dit dégâts éclairs, eh ben, il faut faire le fonctionnement des défenses éclairs qui est décrit dans l'autre vidéo. Donc l'esprit des runes qui vous fait 2 dégâts, 2 dés noirs, eh ben pas de problème, faites votre jet de défense. À un bout d'un moment, ce type d'événement sera même presque des buffs pour vous, que si vous avez 5-6 dés de défense à lancer, vous avez de grandes chances de tout parer, mais vous avez surtout des chances de réaliser de la stamina, de gagner de la stamina sur ces événements. Donc il est important d'utiliser votre défense sur ces jets. Petite subtilité sur la chasseuse des ombres également, il y a des questions qui reviennent assez vite parce que c'est des équipements qu'on obtient finalement assez rapidement. Quand vous faites des attaques de carreau avec votre chasseuse des ombres, si vous avez des bonus sur des jets d'attaque, par exemple, admettons vous lootez un item qui vous permet d'ajouter un dé noir à votre jet d'attaque. Bon bah à quel moment on l'utilise sur les carreaux? Et bien tout simplement sachez que le carreau, finalement même si vous allez assigner des carreaux à des cibles différentes, une seule attaque dans sa globalité, ce qui veut dire que votre bonus à votre jet d'attaque, eh ben vous allez l'appliquer sur un de vos carreaux. D'accord? Donc si par exemple vous avez une potion ou n'importe quoi qui dit qu'à votre prochain jet d'attaque, vous ajoutez un dé, et ben finalement vous allez choisir sur quel carreau vous ajoutez ce dé. Ok? De même, si jamais vous avez un bonus de jet d'attaque que sur votre prochaine attaque, et ben ce sera sur le premier carreau. Là, pour le coup, vous ne choisirez pas, c'est le premier carreau, et puis après, les autres n'auront pas le bonus. Ensuite, attention, au-delà de ces bonus-là, il y a un nouveau dé qui fait son apparition dans Light and Darkness, et le dé violet. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau dé qui vient d'apparaître. L'origine de ce dé, c'est avec des équipements, etc., mais c'est aussi, lorsque vous allez faire des pactes de résurrection, on va vous dire, bah, vous obtenez un dé violet sur toutes vos attaques, jusqu'à ce que vous perdiez un point de vie. Et donc, ce dé violet, comment il fonctionne? Vous allez voir, il est en même temps très fort et en même temps assez vache. C'est que vous avez des phases où vous allez ajouter 3 dégâts à vos attaques et donc vous allez être très très fort. Mais il y a également des petits symboles avec des cœurs cassés. Et bien ça veut dire que ça vous fait perdre un point de vie. Et vous allez voir, c'est très sympa. Donc vous avez là où vous perdez juste un point de vie. Et il y a une phase où vous perdez 2 points de vie. Donc c'est un dé qui peut autant vous rendre très fort que vous tuer de manière complètement injuste. Donc voilà, ça sachez que c'est un dé que vous allez obtenir pour toutes vos attaques dès lors que vous utilisez un pack de résurrection. Vous allez l'avoir pour toutes vos attaques jusqu'à perdre au moins un point de vie. Et après, du coup, vous l'aurez plus. Donc voilà, un dé sympa, mais si comme moi vous avez la poisse, vous risquez de tomber directement là-dessus et de recrever aussi sec. Donc voilà, à utiliser avec parcimonie, mais en général, on n'a pas le choix.
Petit point un peu pratique dans l'application, n'hésitez pas à retourner et à utiliser l'application pour vos montées de niveau. Vous avez la possibilité d'aller choisir votre arbre de talent, d'accord? Donc vous avez l'arbre de talent qui est décrit ici, donc vous voyez, les 2 premiers sont obligatoires. Mais après, vous avez la possibilité de gagner les autres. Là, vous pouvez utiliser le petit crayon pour aller sélectionner les cartes, vous voyez, que vous pouvez apprendre. Donc là, je les enlève parce que c'est le perso d'Ellie et qu'elle n'a pas encore choisi. Mais vous voyez, ça vous permet de voir immédiatement vers quoi vous voulez aller pour obtenir votre classe bonus. Et l'avantage, c'est que ça c'est mémorisé ensuite par l'application. Et du coup, ça vous permet de garder la trace, ça vous permet d'avoir le bon cheminement des talents, parce que quand vous regardez uniquement vos cartes en visu, finalement, cet arbre, vous ne l'avez pas en tête. On avait cartographié un énorme schéma de chemin des talents dans Erune premier du nom. Là, vous avez l'application maintenant qui l'incorpore et c'est très pratique. Alors, ça marche pas toujours en fin de mission quand vous venez de level up. Ça va peut-être être corrigé. Donc, si jamais vous voyez que vous n'arrivez pas à mettre à jour votre arbre juste à la fin de la quête, passez la fin de quête, revenez à l'écran principal, allez consulter votre liste de personnages en haut, et vous passez à votre autre personnage. Vous avez même le maître des ombres. Et quand vous retournez à votre personnage, là pour le coup, vous aurez la possibilité de sélectionner. Là par exemple, alors c'est un peu bizarre parce que je les avais sélectionnés ceux-là. Et vous voyez là, admettons, ça c'est tous les sorts niveau 1. Vous êtes obligé de sélectionner, vous voyez, sinon je ne pouvais pas choisir de niveau 2. Et donc là ensuite, il me dit bien, ça là où c'est intéressant aussi, il me rappelle que là j'ai 5 cartes que je peux gagner. Et pareil, si je veux savoir finalement, vous voyez la question qu'on pourrait se poser, c'est combien de cartes j'ai besoin pour pouvoir acheter une carte niveau 3. Donc on va regarder, on va voir la réponse ensemble, parce que ça, c'est pas écrit dans le livre. Finalement, vous ne pouvez le savoir que quand vous faites votre leveling dans l'application. Et là, vous voyez qu'en fait, il faut apprendre tous les rangs 2 avant de pouvoir obtenir votre premier rang 3. Donc déjà, je sais que je peux valider ça, c'était obligatoire. Et là, maintenant, je vais pouvoir regarder dans le détail, finalement, quel rang 3 je veux obtenir. Voilà qui conclut notre vidéo sur Light and Darkness. D'abord, je voudrais dire quelques mots pour remercier toute la communauté du Discord d'Arcada Studio, parce que vraiment, c'est une communauté formidable. On a joué donc 2 lives sur Twitch avec une bonne présence de la communauté. On répond à toutes les questions, voilà, j'y suis également. Et voilà, dès qu'il y a des règles, dès qu'il y a des besoins d'accompagnement, on est là. Il y a des zones de FAQ dans le Discord. J'ai essayé de toutes vous les passer durant cette vidéo, en plus de vous faire découvrir Light and Darkness. Donc j'espère que ça vous a donné envie, le jeu vaut vraiment le coup, en tout cas c'est une belle extension, avec quelque chose peut-être un peu à tuner encore au niveau peut-être de la longueur et de la difficulté des missions. Mais vraiment, moi déjà j'ai un gros coup de cœur sur les 2 nouveaux personnages qui sont super. Et j'espère que, voilà, que ça va vous plaire. On a une super BO en plus. Vous verrez, il y a une petite cerise sur le gâteau quand vous terminez une mission avec un petit contenu supplémentaire qui est formidable. Je me demande si je vais peut-être enregistrer, s'ils me donnent l'accord, je vais les enregistrer et peut-être les mettre sur YouTube à la fin, parce que c'est trop génial, à moins qu'ils le mettent. Mais vraiment, ils ont créé un contenu de fin de quête qui est très cool. Vous verrez également que l'application, j'ai pas voulu vous spoiler, est beaucoup plus narrative. Donc vous allez avoir des choix multiples lorsque les quêtes vont démarrer, et même une fois les quêtes démarrées, vous aurez des choix multiples sur les chemins. La deuxième mission, par exemple, c'est un chemin à embranchement pour lequel, voilà, vous allez choisir où vous allez partir. Et donc, il y a vraiment un aspect un peu plus poussé dans la narration, dans l'imbrication avec le monde des runes. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas, je peux vous conseiller le Codex des runes. Voilà, si vous ne l'avez pas lu, moi je l'ai lu, il est passionnant. Là, vous avez le marque-page de ma fille qui est en train de le lire. J'ai beaucoup apprécié apprendre les éléments tels que les sources d'ombre, quand je vous ai décrit le pouvoir des moines. Sachez que le chasseur de démons, il y a également leur histoire sur pourquoi finalement ils en ont beaucoup après les maîtres des ombres. Ils habitent une terre qui a été largement attaquée par le maître des ombres, ils s'en est servi pour se ressourcer après avoir essuyé une grosse défaite. Donc il a fait beaucoup de carnage, voilà, dans le territoire où vivent les chasseurs de démons. Et donc voilà, c'est vraiment des éléments que vous apprenez là-dedans qui sont vraiment intéressants et qui en plus, du coup, ont un écho fort avec la narration que vous avez pendant l'émission, que vous allez vous retrouver directement avec des personnages importants de la Guilde de Lueur, alors que c'était des choses qui étaient beaucoup plus invisibles dans Erune. Donc vraiment là-dessus, moi j'apprécie beaucoup cet élément un peu plus avec un peu plus d'histoire dans Erune et dans Light and Darkness. Donc vraiment là-dessus, je ne peux que vous conseiller ça. C'est vraiment sympa ce petit codex à lire.
Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne soirée. Les joueurs et les joueuses, n'hésitez pas, passez sur le Discord et venez nous voir jouer en live le lundi soir. Allez, ciao!